frontières ont plusieurs buts. Protéger un militaire, de défendre c'est les limites, de limiter un territoire sur lequel frontières de la sécurité de l'État, ou encore contrôler les marchandises, après la sortie marchandises, soit illicite, ou encore l'immigration. On distingue deux types de frontières, les frontières terrestres, naturelles, naturelles, et les frontières artificielles, tracées sur une carte. Enfin, on peut distinguer aussi des frontières maritimes, délimitées par la ZEE, Zone économique exclusive. Lorsque l'on regarde attentivement cette carte, on peut remarquer que le nombre de frontières délimitées par un mur sont en augmentation. En effet, la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, mais aussi le développement de la mondialisation des échanges, n'ont paradoxalement pas permis de faire diminuer le nombre de murs, bien au contraire. On dénombrait moins de 16 murs frontaliers en 1989 contre 77 aujourd'hui. Pour consolider leur immense empire, au IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, et se protéger des incursions des peuples barbares, les Romains gardaient militairement des régions des confins, c'est-à-dire des limites de l'empire, ce qui a donné le mot limes en latin, signifiant chemin de patrouille et par extension zone fortifiée ou non, en contact avec les territoires des peuples barbares. On constate sur cette carte que le limes a été avancé au fil du temps par les empereurs, incorporant dans l'Empire, notamment les champs d'écumates. Cette photographie représente une reconstitution de ce que pouvait représenter le limes. À certains endroits, celui-ci était fortifié, avec des palissades et des tours de guet, et gardé par la Légion romaine. Ce texte de l'historien Charles Whittaker nous explique bien que les Romains ne concevaient pas la frontière comme une ligne figée sur une carte, mais comme des zones à surveiller. De plus, au-delà de sa fonction protectrice, le limes a aussi une fonction socio-économique, puisque les peuples barbares venaient commercer avec les Romains. Ainsi, des échanges culturels vont aussi apparaître dans ces zones de contact, ce qui va permettre à terme l'assimilation de la culture romaine par certains barbares. Jules Hansen, géographe français du XIXe siècle, va élaborer une carte très précise de l'Afrique en 1895. Celle-ci a pu être réalisée grâce aux missions d'explorateurs français comme Pierre Savorgnan de Brazza, qui explora le Congo et fonda Brazzaville, qui en est encore l'actuelle capitale. D'autres puissances européennes s'engagent dans la course à l'Afrique, comme les Anglais avec l'expédition de David Livingstone, qui organise une mission en Afrique du Sud pour la couronne britannique. On peut constater sur cette carte que certaines frontières ont été tracées de façon assez arbitraire, autrement dit à la règle et au crayon. En effet, 10 ans avant a eu lieu une conférence à Berlin où sont réunis des représentants des grandes puissances coloniales. Lors de cette conférence, le chancelier allemand Otto von Bismarck souhaite réunir ses homologues européens pour réglementer la répartition de l'Afrique dans le but d'éviter un conflit généralisé entre puissances. En effet, les tensions sont nombreuses, liées aux convoitises sur certains territoires. La conférence de Berlin de 1885 n'a pas réussi à éviter les conflits. En effet, en 1898, une crise éclate entre la France et la Grande-Bretagne à Fashoda, un poste avancé au Soudan, à 650 km de Khartoum, alors capitale du pays. Le Soudan est un pays convoité par de nombreuses puissances européennes, car il est l'un des derniers à ne pas appartenir à l'une d'entre elles. Ainsi, l'expédition française du commandant Marchand doit joindre le Congo-Brazzaville à l'Éthiopie,
mais c'est sans compter la présence des Britanniques qui ont envoyé le maréchal Kitchener intercepter la mission Marchand. Le conflit est réglé par voie diplomatique, mais les nationalismes étaient très forts de part et d'autre de la Manche, comme en témoigne cette une du Petit Journal, où l'on voit la France grimée en petit chaperon rouge apporter une galette au nom de Fachoda à la perfide Angleterre représentée en loup et grimée en mer grand. Cette une symbolise bien les sentiments de nationalisme en pleine expansion dans la société de l'époque. En effet, il s'en fallut de peu pour que ce petit incident ne dégénère en conflit ouvert entre les deux puissances. En 1910, la quasi-totalité du continent africain est partagée entre les puissances européennes qui ont tracé, comme on peut le voir pour de nombreux pays, des frontières à coups de règles et de crayons sans se préoccuper des réalités ethniques et culturelles du terrain. Ce texte exprime bien le fait que la notion de frontière comme ligne de partage de territoire est une notion propre à la culture européenne du XIXe siècle. C'est avec l'Europe des nations que les frontières sont apparues pour marquer dans l'espace une limite avec le voisin. Cependant, lors de la colonisation, cette notion de frontière a été imposée au continent africain alors qu'auparavant, celle-ci était floue, voire inexistante. L'établissement de frontières, mais aussi de nouveaux noms pour ces nouveaux États sous tutelle, représente alors un acte politique de domination. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est libérée de l'occupation japonaise par les Soviétiques au nord et par les Américains au sud. Le pays est alors divisé. En 1948 naissent alors deux États, séparés par une frontière arbitraire fixée sur le 38e parallèle nord. Deux sociétés vont s'opposer idéologiquement avec respectivement le Nord communiste, influencé par l'URSS, et le Sud, avec une économie libérale influencée par les États-Unis. De 1950 à 1953 éclate un violent conflit entre le Nord et le Sud. C'est la guerre de Corée. En juin 1950, l'armée nord-coréenne lance une offensive sur Séoul. Les troupes sud-coréennes sont dépassées et doivent attendre l'aide des États-Unis qui interviennent sous couvert de l'ONU en octobre de la même année. La guerre s'enlise et en 1953 est signé un armistice dans la ville de Panmunjom qui fixe la frontière sur le 38e parallèle de façon définitive jusqu'à nos jours. Ce texte publié par l'Université de Sherbrooke au Canada nous explique que Corée du Sud et du Nord ont fait le choix de développer leur société sur des modèles fondamentalement opposés. La Corée du Sud a choisi de s'appuyer sur l'aide financière américaine pour intégrer l'économie libérale de marché et devenir un régime démocratique. Actuellement, la Corée du Sud fait partie des 4 dragons asiatiques, c'est-à-dire des pays d'Asie ayant une croissance économique forte. Fort de ses succès, elle est d'ailleurs devenue la 9e économie mondiale en 2019. À l'opposé, en Corée du Nord s'est imposé un régime totalitaire fondé sur la toute-puissance de la famille Kim. Cette famille a imposé famine et terreur à son peuple pour en parallèle développer l'armée et la dissuasion nucléaire. Le pays est un des derniers au monde à vivre en totale autarcie avec celui-ci. Cet antagonisme idéologique est la principale raison pour laquelle les deux États se sont tournés le dos et ont séparé le pays en deux. Cette séparation est physiquement identifiable dans l'espace avec la zone démilitarisée, autrement dit DMZ, d'une longueur de 248 km pour environ 4 km de large. Elle est jalonnée de grillages, de barbelés, de tours d'observation et de champs de mines. Elle est surveillée par pas moins de 700 000 soldats nord-coréens et 410 000 soldats sud-coréens. En 2018, l'un des temps forts des relations internationales était la rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président de Corée du Sud, Moon Jae-in, qui relancèrent des espoirs de paix sur la péninsule. Cependant, cette rencontre n'a pas donné lieu à une signature d'un traité de paix. Officiellement, un armistice met seulement fin au combat et non à la guerre. Affaire à suivre donc.